Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors je vais donc aujourd'hui reprendre le fil de notre cours au sujet de l'analogie en rappelant peut-être un certain nombre de points puisque un certain nombre d'entre vous n'ont pas participé au cours de la semaine dernière. Ce que nous allons faire 1h30 de cours à proprement parler, parce que avant de pouvoir aller plus loin dans ce séminaire, il faut quand même que je vous explique les grandes lignes de cette perspective de l'analogie, qui est un peu particulière et que vous ne trouverez pas tellement dans les manuels habituels, hormis quelques publications très spécialisées, mais qui ne sont pas forcément pour l'instant de votre niveau. Alors, je vais donc encore cette séance faire une sorte de cours autour de cette notion d'analogie, et à partir de la séance suivante, qui aura lieu donc après les vacances, j'espère que nous pourrons plus échanger à partir de travaux que je vous engagerai à faire. Soit des travaux individuels qui vont donc être poursuivis sur l'ensemble du semestre ou sur l'ensemble de l'année pour ceux d'entre vous qui allez suivre le séminaire toute l'année, soit sous forme de travaux ponctuels qui vont être une étape de réflexion dans le séminaire, et en particulier, mais je vous le redirai tout à l'heure, je vais vous proposer de réfléchir un peu sur une analogie qui en ce moment joue un rôle dans l'actualité, plus en Suisse qu'en France, à vrai dire. C'est l'analogie entre l'Holocauste et les abattoirs. C'est l'analogie qui s'exprime par cette expression d'Holocauste animal, qui est donc défendue par ceux qu'on appelle aujourd'hui les antispécistes, c'est-à-dire les défenseurs de la cause animale. Mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Je vais d'abord vous proposer donc d'avancer un petit peu dans cette notion d'analogie pour que vous ayez une idée quand même d'ensemble de cette notion. Et ensuite, on prendra une demi-heure, peut-être un peu moins du coup, puisqu'on a commencé un peu en retard, mais enfin, j'essaierai d'avoir au moins 20-25 minutes pour vous expliquer ce que j'attends de vous pour la séance suivante, donc dans 15 jours, et pour faire le point sur vos projets de recherche individuelle pour ce cours. Alors, j'avais donc, mais sur ce point je ne vais pas insister, j'avais donc expliqué la semaine dernière, j'avais exposé, disons grosso modo, l'idée d'analogie comme processus cognitif. L'idée, je peux la résumer très brièvement, c'est que il existe un processus cognitif que l'on nomme analogie, que l'on peut définir comme un processus fondé sur des similarités et qui tend vers l'identification à partir de ces similarités. Ce processus cognitif, il est d'une certaine manière spécifique à l'homme, mais spécifique à l'homme non pas par principe, puisque les espèces animales non humaines ont aussi des capacités, par exemple, de catégorisation, donc ont des capacités analogiques, mais à un degré infiniment moindre que l'être humain. Donc, à ce propos d'ailleurs, une hypothèse que je n'aurai pas le temps de développer cette année, mais qui me tient à cœur quand même d'une certaine manière, c'est que je pense dans le fond que il y a une sorte de complémentarité entre les capacités linguistiques de l'être humain. Vous savez que l'être humain est génétiquement programmé pour apprendre les langues, ce qui ne fait pas partie du programme génétique des espèces animales non humaines. Les êtres vivants non humains ont des moyens de communication divers, ont une vie sociale, ont toutes sortes de capacités qu'on a longtemps mésestimées, mais quelle que soit l'ampleur de ces capacités,
il n'y a absolument rien d'équivalent au langage humain dans les espèces animales non humaines. Et ça, c'est un patrimoine génétique que nous avons hérité et qui est une des différences entre l'être humain et l'animal. Or, je pense que le fait de disposer de cette capacité au langage est une des raisons qui fait que l'être humain est en même temps très bon dans l'analogie. Autrement dit, les langues, l'exercice de la faculté de langage, c'est aussi une façon d'apprendre à faire des analogies. Donc ça n'est pas seulement que grâce à nos capacités analogiques, nous sommes en mesure d'utiliser les langues et de parler des langues et d'exercer notre faculté de langage, mais c'est aussi que dans le fil du développement du langage chez l'enfant, il y a probablement une façon d'apprendre à exercer les processus analogiques particulières liées à l'exercice du langage lui-même, et qui donc, évidemment, ne peut pas être présent chez les animaux non humains. Bien, donc, je prends bien l'analogie comme un processus cognitif au départ, hein, non pas comme une simple relation A état B, ce que c'est état D. C'est d'abord pour moi un processus cognitif qui, je le répète d'une autre façon, peut être résumé en disant c'est la capacité de faire quelque chose à partir des similarités. Nous détectons très facilement des similarités et nous en faisons quelque chose. Alors, ou pas, hein, d'ailleurs. Mais on peut, j'y reviendrai peut-être plus tard, mais grosso modo, la similarité, elle est objectivable. Hein, et on peut montrer, je veux dire, une similarité, on peut l'argumenter. On peut expliquer en quoi il y a des propriétés communes entre tel objet ou tel objet. Que ces propriétés communes soient binaires, ceci ressemble à cela, ou proportionnelles, de type A est à B, ce que c'est est à D. Mais cette similarité, elle est objectivable. Elle n'est pas forcément objective, mais en général, elle est objectivable. Mais une similarité n'est pas une analogie. Une similarité est une condition de la possibilité de l'analogie. Il faut une similarité pour qu'un processus analogique puisse s'engager, et lorsqu'un processus analogique s'engage, il consiste à faire en sorte que les choses qu'on percevait comme similaires sont considérées, selon un certain point de vue, dans un certain objectif, comme identiques. L'analogie, c'est donc pousser la similarité vers l'identité. C'est un processus d'identification à partir de similarités. Donc voilà, on pourrait définir en une phrase ce processus analogique, un processus d'identification fondé sur des similarités. J'avais donné la semaine dernière quelques citations indiquant que cette idée selon laquelle l'analogie est un processus cognitif est le cœur de la cognition, pour the core of cognition, dit Hofstetter. Hein, il y a je veux dire, ça n'est pas une lubie de ma part que de considérer que l'analogie est un processus central de la cognition humaine. Une très large partie de la communauté scientifique de la psychologie cognitive défend cette idée. Hein. Non seulement que l'analogie est essentielle, mais qu'elle est le processus cognitif le plus important, le plus central, celui sans lequel, tout simplement, on ne pourrait pas penser. Penser au sens où l'être humain pense. Bon, cela dit, on pourrait discuter sur ce que signifie penser, mais ça nous amènerait beaucoup trop loin. Alors, j'avais donné quelques propriétés, mais je n'y reviens pas. Pour ceux d'entre vous qui ont manqué le cours de la semaine dernière, vous pourrez consulter le PowerPoint et l'enregistrement de la semaine dernière. Alors, le modèle de base de l'analogie au sens de la psychologie cognitive, c'est le modèle de Gentner,
Deirdre Gentner. Alors je vais l'écrire au tableau puisque je ne peux pas projeter. Alors j'espère que c'est bien Velleda. Oui. Deirdre Gentner. Et donc, l'idée générale de son modèle, et qui est, si vous voulez, une idée extrêmement partagée, est la suivante. Vous avez un domaine source, base domain, qui donc a une structure, je vais l'écrire en français du coup, une structure qui est connue par le sujet. Vous avez un domaine source qui est connu. Et puis, un domaine cible alors, donc là, je vais l'écrire en français aussi. Domaine source. Domaine cible, donc en anglais, target domain. Et ce domaine cible comprend des aspects de structure qui sont mal connus. Je dis mal connu, j'aurais pu dire inconnu, mais peu importe. L'idée est qu'il y a une différence en matière de connaissances. Et l'idée est donc la suivante. Sur la base d'une similarité entre le domaine source et le domaine cible, les structures connues du domaine source vont être projetées sur le domaine cible. Alors, un exemple assez célèbre, c'est celui du système solaire et de la structure de l'atome. Dans ce cas-là, dans cet exemple précis, vous aurez donc, on suppose que, par exemple, vous ayez un cours à faire à des enfants ou au collège peut-être, je ne sais pas à quel âge on apprend ce que c'est que la structure de l'atome, mais peut-être au lycée, je ne sais pas, enfin bref, peu importe, où vous expliquiez à un enfant ce que c'est que la structure de l'atome, à supposer qu'il connaisse la structure du système solaire. Donc, l'exemple de domaine source, dans ce cas-là, ce sera le système solaire. Or, qu'est-ce qu'il a comme structure connue, le système solaire? Il a toutes sortes de propriétés, mais certaines ne sont pas pertinentes. On va retenir uniquement celles qui sont pertinentes. Donc il y a d'abord l'idée que le Soleil est plus gros que les planètes tournent autour du Soleil. Ça, c'est les planètes qui tournent autour du Soleil. Ça peut être un point de départ. Alors, évidemment, c'est cette structure connue qui va nous permettre de dire que dans le domaine de la structure de l'atome, nous avons, d'une manière similaire, un noyau de l'atome avec des électrons qui tournent autour du noyau. Disons. Et une autre structure qui pourra être inférée, une autre, disons, propriété de la structure connue qui pourra être inférée, c'est qu'il y a une relation d'attraction entre la planète et le système solaire. De même qu'il y a une relation d'attraction entre le noyau et les électrons. Alors, je ne peux pas vous dessiner ici le schéma, mais vous le verrez sur le PowerPoint. Il y a un schéma qui montre bien que il y a un certain nombre de propriétés. Évidemment, il y a une sélection des propriétés pour pouvoir faire cette projection qu'on appelle en anglais un mapping.
Alors, jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver un équivalent français convenable de mapping. Hein. Projection de structure, projection structurelle, c'est difficile. Alors, la plupart du temps, même en français, on dit mapping, jusqu'à ce qu'on ait un vocabulaire français pour la psychologie cognitive qui soit un peu stable. Bref, disons mapping, pour simplifier pour l'instant. Par exemple, le fait que le soleil soit jaune ou soit chaud, ce sont des propriétés évidemment de la structure connue, mais qui n'auront absolument aucune utilité dans la projection. Donc évidemment que le mapping ne va retenir que certaines propriétés. Mais l'élimination des propriétés non pertinentes se fait petit à petit. Hein. On va tenter de projeter le maximum de propriétés. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on va peut-être trouver des propriétés qui n'étaient pas du tout perçues du domaine cible. Et certaines des propriétés du domaine source ne vont pas du tout être projetables, si j'ose dire, sur le domaine cible. Alors, un autre exemple qui est assez classique, c'est l'analogie entre le système cardiovasculaire et un système hydraulique avec une pompe. Alors, lorsque vous effectuez d'une manière identique une mise en correspondance entre ces deux systèmes, donc le système cardiovasculaire, un système hydraulique muni d'une pompe. Le domaine connu, c'est évidemment le système hydraulique avec une pompe. Hein. Vous avez une pompe qui envoie un liquide dans un circuit. D'accord ? Ça, on part du principe que c'est la structure source qui est connue. Et on va se servir de cela pour expliquer le système cardiovasculaire. Les éléments qui vont pouvoir être mis en correspondance dans cette analogie sont les suivantes. Il y aura le cœur et la pompe. Enfin, si je le dis dans le sens source, cible, plutôt la pompe et le cœur vont être mis en correspondance. Les tuyaux et les artères, le sang et le liquide qui circulent dans le système hydraulique. Donc ça, ce sont des éléments qui sont mis en relation. Mais ce qu'on met également en relation, ce sont les relations entre les éléments de chaque structure. Par exemple, il y a les relations qui existent entre le cœur et le sang d'une part, et la pompe et le liquide d'autre part. Hein, ces relations-là, elles se projettent. Je peux peut-être... alors, une représentation, là aussi très très diffusée, de ce type de ce cadre théorique, j'ai peut-être oublié de vous le dire, qui se nomme Structure Mapping Theory, donc la théorie du mapping structurel ou de la projection structurelle, si on veut un équivalent français. Donc on la représente de la façon suivante. Vous avez des petits carrés qui représentent des éléments, et puis des ronds qui représentent des relations entre les éléments. Et on peut même avoir, dans le domaine source, des relations entre des relations. Alors, ça c'est le domaine source. Dans ce domaine source, il va y avoir des éléments, disons, que je ne vais pas utiliser dans ma projection. Hein. Je les indique là en pointillé. Mon domaine cible donc va être représenté de la même façon.
Et si vous voulez, il y aura une sorte de projection, hein, je ne vais pas m'amuser à le dessiner là parce que ce serait un peu compliqué, une projection de ces éléments structuraux sur le domaine cible. Alors l'intérêt, si je reprends l'exemple de l'analogie entre le système cardiovasculaire et un système hydraulique, c'est que s'il existe, par exemple, admettons que vous ayez votre mapping qui soit clair, hein, que là, tous ces éléments soient mis en correspondance avec des éléments de la cible. Donc, par exemple, que vous avez ici le cœur qui la pompe qui correspond au cœur, les vaisseaux qui correspondent aux tuyaux, etc., etc. D'accord ? Et puis, vous avez un autre élément qui n'était pas évident, pas perceptible dans la cible, auquel, mettons, vous n'aviez pas pensé, ou alors, qui est un peu plus complexe, c'est que vous n'avez pas encore expliqué. Si, encore une fois, vous êtes dans une situation didactique où vous devez expliquer ce qu'est le système cardiovasculaire. Bien, ça va être, par exemple, la question de la pression. Dans un système hydraulique avec un liquide, une pompe, etc., il y a des problèmes de pression. Alors, pourquoi il n'y aurait pas aussi des problèmes de pression du côté du système cardiovasculaire ? Eh bien oui, il y a des problèmes de pression du côté du système cardiovasculaire. Hein, comment on appelle ça ? C'est la pression artérielle. Hein, c'est ce que les médecins mesurent parfois, c'est la pression artérielle. Donc, ça c'est un exemple typique d'un élément qui est inféré de la source à la cible, si vous voulez, dans une deuxième étape, une fois que le mapping évident a été effectué. Alors, l'analogie entre l'atome et le système solaire, entre la structure de l'atome et la structure du système solaire, si je la formule de cette façon-là, en disant il y a une analogie entre le système de l'atome et le système solaire, vous voyez que j'utilise une structure à deux termes, c'est-à-dire c'est une analogie binaire. Je pourrais la présenter sous forme d'une fonction, hein, une fonction ANA, disons, ANA XY. D'accord ? Comme on dit en maths f de XY, bon, il y a une analogie entre deux éléments, l'atome et le système solaire. Mais cette analogie a également une structure proportionnelle, puisqu'on peut dire les électrons sont au noyau ce que les planètes sont au Soleil. Alors, dans ce cas-là, on aura une formulation proportionnelle de l'analogie. Et il arrive souvent qu'une analogie binaire repose sur une analogie proportionnelle, qui n'est pas forcément perçue, mais qui peut être explicitée. Il y a toute une tradition philosophique principalement qui considère que le terme d'analogie doit être réservé aux structures proportionnelles. C'est-à-dire, chez Platon, par exemple, enfin bon, il y a vraiment une littérature gigantesque sur ce genre de questions. L'analogie, c'est la structure A est à B, ce que C est à D. C'est-à-dire, le modèle de l'analogie, c'est la proportion mathématique. C'est-à-dire l'idée que, je ne sais pas, l'idée que 4 sixièmes, c'est la même chose que 2 tiers. Ça c'est une analogie mathématique, c'est évidemment une propriété très importante des nombres, hein, de certaines opérations, mais ça a servi de modèle général à l'analogie. Cette idée de proportion, cette idée que l'analogie est une relation entre des relations. Hein ? C'est-à-dire, que ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a une relation entre ces deux éléments A et B qu'on retrouve ici. D'accord ? Donc, c'est une
équivalence de relation, ou une identité, là, en l'occurrence. Hein. Alors, la limite de ces... Alors, donc, ce que je voulais dire en insistant sur ce point, c'est que, pour ma part, je pense qu'il est très restrictif, enfin, c'est une définition trop restrictive de l'analogie, qui, du coup, n'a pas vraiment de pertinence cognitive suffisante, parce que dans les usages discursifs usuels, nous utilisons très souvent, on observe très souvent des analogies binaires. Alors, je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de l'Holocauste et des abattoirs. Hein. C'est parce qu'il y a une semaine à peu près, je ne sais pas si vous avez vu cela dans l'actualité, un homme politique suisse a dû démissionner parce qu'il avait utilisé cette analogie. On en reparlera tout à l'heure. Mais c'est une analogie binaire. L'année dernière, j'avais trouvé 2 autres exemples. Un exemple de Kirk Douglas qui disait qu'il y avait une analogie entre Donald Trump et Hitler. Bon, c'est un peu excessif, mais je veux dire, c'est une formulation binaire. C'est un peu, oui, c'est ce qu'on appelle le point Godwin. Hein. Bref. Un autre exemple qui est aussi du même genre, c'était une analogie entre Milosevic et Hitler, voilà, qui avait été utilisée pendant la guerre en ex-Yougoslavie. Bref, ces petits exemples visent simplement à vous montrer à illustrer, pas à vous montrer, mais simplement à illustrer le fait que dans nos pratiques langagières, et là c'est un exemple simplement au plan du discours, l'analogie binaire est très fréquente. Mais elle repose parfois sur une analogie proportionnelle, bien qu'elle se formule d'une manière binaire. Donc on ne limite pas, enfin en tout cas pour ma part, en partant de cette définition cognitive de l'analogie, je ne me limite pas à la structure proportionnelle de l'analogie. À partir de cette idée, il y a 2 moments, enfin deux étapes d'unification théorique à effectuer. Jusqu'à une certaine époque, on a considéré que l'analogie était une sorte de secteur extrêmement précis et isolé de la psychologie cognitive. Si vous voulez, on ne s'intéressait à l'analogie que sous l'angle du raisonnement par analogie. Et donc, dans les chapitres des manuels de psychologie cognitive consacrés à la question du raisonnement. C'est bien ma bouteille, ça, hein, c'est pas à vous. Pardon. À la question, donc, la question du raisonnement. Et en fait, un certain nombre de chercheurs en psychologie cognitive sont peu à peu arrivés à l'idée, qui aujourd'hui commence à être stabilisée, mais avec laquelle tout le monde n'est pas tout à fait d'accord, c'est qu'il y avait un autre chapitre de la psychologie cognitive. Là, je ne vous parle pas encore de linguistique, hein, je vous parle de psychologie cognitive. Un autre chapitre qui est celui de la catégorisation. Le fait de mettre des choses dans des catégories mentales, des catégories mentales. Le fait que je vois cette bouteille-ci, cette bouteille-là, elles sont différentes, mais elles appartiennent pour moi à la catégorie bouteille. Cet objet-là, tous ces ordinateurs qui sont sur la table sont tous très différents les uns des autres. Même le gros, là, il est encore plus différent que les ordinateurs portables. N'empêche que nous les percevons immédiatement comme appartenant à la catégorie ordinateur. Le monde qui nous entoure ne peut pas nous apparaître autrement que à travers des catégories. Et c'est ce processus cognitif consistant à appréhender
les êtres et objets du monde qui nous entourent comme étant les membres de catégories, c'est ce processus que l'on nomme la catégorisation. Alors comprenez bien ce que ça signifie. Ça signifie qu'il est très difficile de percevoir un être ou un objet comme une singularité, comme une chose unique, singulière, qui n'existe que... qui ne serait comparable à rien. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui arrive dans des champs extrêmement limités, par exemple dans le domaine de l'œuvre d'art ou dans le domaine de certaines relations humaines du type les relations familiales, amoureuses, etc., où peut-être des personnes peuvent devenir singulières. Mais pensez à votre perception même, parce que ça c'est une question de psychologie sociale bien connue, lorsque vous voyez autour de vous des personnes que vous ne connaissez pas, sans y réfléchir, naturellement, vous aurez tendance à les intégrer dans des catégories. Immédiatement. Hein. Alors, soit des catégories physiques, je sais pas, blond, brun, grand, petit, maigre, gros, soit des catégories d'origine culturelle, etc. Des catégories comportementales, polies, impolies, aimables, désagréables, enfin bref. Il est extrêmement difficile d'échapper. C'est une sorte de condamnation, ce processus de catégorisation. Nous sommes condamnés à la catégorisation. Et pour y échapper, pour sortir des catégories spontanées par lesquelles nous pensons, c'est quand même extrêmement difficile. Bref, mais cela, là je vais un peu au-delà de la problématique de la psychologie cognitive, qui en général est beaucoup plus... cherche à bien garder les pieds sur terre et développer des procédures expérimentales qui permettent de montrer des choses précises, etc. Donc, la catégorisation, comme opération cognitive, a été longtemps traitée comme une question qui n'avait rien à voir avec le raisonnement par analogie. Tout simplement, on n'avait pas forcément perçu le rapport entre les deux. Mais vous voyez bien qu'il suffit de prendre conscience du fait que une catégorie, c'est quoi ? Une catégorie, c'est un ensemble de membres. Si vous considérez que les choses qui sont à l'intérieur de la catégorie, on les appelle des membres, les membres d'une catégorie. Bien. Qu'est-ce qui caractérise les membres d'une même catégorie ? C'est bien sûr leur similarité. Une catégorie, le concept même de catégorie est fondé sur l'idée de similarité. Donc, la catégorisation est une opération d'identification fondée sur des similarités. Et ce que je viens de dire correspond exactement à la définition de l'analogie que j'ai donnée tout à l'heure. Donc, c'est une première étape d'unification théorique. La notion d'analogie recouvre à la fois ce qui relève du cadre du raisonnement par analogie ou de la Structure Mapping Theory, mais également des processus de catégorisation. Alors, vous lirez une citation que je vous donne, mais je ne vais pas la lire ici, une citation de Douglas Hofstetter qui dit grosso modo que le déclenchement de catégories mentales qu'on possède déjà, enfin le fait qu'une catégorie mentale soit déclenchée par la mise en relation avec un membre de cette catégorie. Bon, il dit, c'est vraiment un acte, alors en anglais on dit analogy making, on ne peut pas dire ça en français, mais c'est produire une analogie, c'est faire une analogie. Et il insiste sur une idée que je ne vais pas développer aujourd'hui, c'est que
ce qui caractérise la catégorisation et l'analogie en même temps, c'est leur point commun, c'est ce qu'il appelle, lui, la fluidité. C'est-à-dire que, en général, les frontières des catégories sont floues. Elles n'ont pas de bord net. Hein. Vous avez sans doute eu des cours, en tout cas ceux que j'ai eu en cours l'année dernière en licence. Je vous ai expliqué la différence entre la conception, disons, aristotélicienne classique des catégories et puis la sémantique du prototype. Donc la sémantique du prototype qui est, disons, aujourd'hui, qui est reconnue comme ayant une validité dans certains domaines, hein, pas dans les domaines de la taxonomie scientifique par exemple, mais dans le domaine de la vie mentale naturelle de l'être humain. Donc nos catégories sont floues. Et ce qui caractérise pour Hofstetter, je vais l'écrire au tableau, oui, puisque c'est vrai, vous ne pouvez pas voir ça. Alors, Hofstetter. Ce qui caractérise pour Douglas Hofstetter l'analogie, c'est de la même manière cette idée que lors du mapping, je vous le disais tout à l'heure, on va chercher les correspondances maximales et le mapping va petit à petit s'adapter à la cible. C'est-à-dire on va chercher les correspondances maximales, celles qui ne les projections qui ne sont pas pertinentes vont être abandonnées, on va aller en chercher d'autres dans la source, on va en projeter d'autres, et petit à petit, si vous voulez, c'est comme un réglage fin qui se fait dans ce processus analogique, et qui donc peut être caractérisé par cette notion de fluidité. Donc, vous voyez bien que cette idée de l'analogie au sens cognitif est tout sauf quelque chose de purement mécanique. Il y a quelque chose de vivant, de fluide dans tout cela. Oui ? Pensez-vous pas que la similarité entre deux objets permet de découvrir d'abord plusieurs traits en commun et d'autres traits, mais alors que la catégorisation restreint vraiment cette vision. Par exemple, si on catégorise quelque chose, c'est normalement on se base sur un seul aspect. Donc la similarité nous donne un champ plus vaste. Alors oui, la notion de similarité est plus vaste. La notion de similarité et la notion d'analogie sont plus vastes que la notion de catégorisation, si c'est le sens de votre question. Tout simplement, la catégorisation est un des résultats, une des utilisations, bon, on le verra tout à l'heure, une des fonctions de l'analogie. C'est une des façons d'utiliser les processus analogiques. De cette capacité générale à l'analogie que possèdent tous les êtres humains, une des utilités, c'est la catégorisation. Donc oui, c'est cela. La notion d'analogie est beaucoup plus générale que la notion de catégorisation. Alors, ça c'est la première étape en termes d'unification théorique. Maintenant, il y a une deuxième étape qui concerne plus nettement, plus directement les sciences du langage. C'est l'intégration à la problématique de l'analogie de la question de l'iconicité. Alors, là aussi, pour les étudiants que j'ai eus l'année dernière en licence, vous savez, vous, ce qu'est la notion d'iconicité, mais est-ce que certains d'entre vous ne la connaissent pas, cette notion? Est-ce qu'il est nécessaire que je l'explique ou est-ce que tout le monde sait ce que ça signifie, iconicité? Non, j'explique. Bon, d'accord. Alors, je vais l'expliquer en partant disons, de la conception contemporaine de l'iconicité, mais
sachez tout de même que c'est un concept qui a été introduit en linguistique à partir de l'œuvre d'un philosophe illustre, philosophe américain qui s'appelle Charles Sanders Peirce. Et aujourd'hui, les linguistes et les sémioticiens qui utilisent le concept d'iconicité la définissent. Alors, je vous donne la définition, une définition que propose Olga Fischer, qui est une professeure d'Amsterdam, qui est très reconnue dans ce domaine de l'iconicité, qui dirige un groupe de recherche international sur ce sujet et qui organise tous les 2 ans un colloque spécialisé qui s'intitule Iconicity in Language and Literature. Et donc, elle définit l'iconicité de la façon suivante. Là, je traduis en français la citation que vous retrouverez sur le PowerPoint en version originale. Donc, l'iconicité comme notion sémiotique renvoie à une ressemblance naturelle ou analogie entre la forme d'un signe, elle ajoute entre parenthèses le signifiant, qu'il s'agisse d'une lettre, d'une lettre, d'un son, d'un mot, d'une structure de mots, ou même de l'absence d'un signe. Donc, ce qu'elle vise ici, c'est les cas de morphème zéro. Donc, une analogie entre la forme d'un signe et l'objet ou le concept elle ajoute entre parenthèses le signifié. Donc, l'objet ou le concept auquel il réfère dans le monde ou plutôt dans notre perception du monde. Voilà, donc je répète, l'iconicité comme notion sémiotique renvoie à une ressemblance naturelle ou une analogie entre la forme d'un signe, le signifiant, qu'il s'agisse d'une lettre, d'un son, d'un mot, d'une structure de mot ou même de l'absence de signe, et l'objet ou le concept, le signifié, auquel il renvoie dans le monde, ou plutôt dans notre perception du monde. Donc, vous voyez qu'elle-même utilise le terme d'analogie, mais elle utilise le terme de ressemblance. Donc, de toute façon, on a l'idée de similarité qui est présente. Mais là aussi, si vous voulez, les linguistes qui travaillaient jusqu'alors sur les problèmes d'iconicité n'avaient absolument pas conscience de travailler sur quelque chose qui avait une relation avec les linguistes qui travaillaient sur des problèmes liés à l'analogie. Donc, le fait de considérer que la question de l'iconicité relève du problème de l'analogie, c'est une prise de conscience assez récente. Bien que le terme d'analogie soit utilisé, comme il l'est dans la citation que je viens de vous donner. Ce n'est pas pour autant qu'on a problématisé l'iconicité comme une relation d'analogie. Alors, quelques précisions sur cette notion d'iconicité, parce qu'on va retrouver ici, et c'est là où on voit bien qu'il s'agit d'une relation d'analogie, la distinction entre le binaire et le proportionnel.
en fait, et ça aussi c'est un héritage de Peirce, il y a deux types d'iconicité. Bon, il y en a trois chez Peirce, mais là, dans les linguistiques contemporaines, en général, on n'utilise que les deux premières catégories. Dans le premier cas, il y a une similarité entre un signe et un objet, pour le dire simplement, hein, entre un signifiant et un objet, une similarité qui est due à des points communs entre le signe et l'objet. Ce qui fait que s'il y a des points communs entre le signe et l'objet, en prenant connaissance du signe, ou du signifiant, pardon, eh bien, vous devinez quel objet il vise. Alors, l'exemple typique qu'on donne toujours, ce sont les onomatopées. Hein, le coucou. Bon, pourquoi on nomme le coucou l'oiseau qui porte ce nom? Ben, tout simplement parce qu'il produit ce son. Bon. Alors, si par exemple, vous allez me dire là, disons que ce que je veux illustrer par cet exemple, c'est simplement que dans ce cas-là, vous voyez que le signifiant va être motivé. C'est-à-dire que le mot, le nom qui désigne l'oiseau qui fait le bruit coucou, qu'on peut, disons, simplifier en disant coucou, ce nom est motivé par rapport à n'importe quel autre nom, hein, puisque il y a une ressemblance évidente. Un autre exemple typique, mais qui sort un peu du langage oral, ce sont les pictogrammes. Hein, lorsque vous voyez des pictogrammes, le principe même du pictogramme, en particulier les pictogrammes utilisés dans l'espace public, c'est qu'ils soient directement compréhensibles. Hein, m'est arrivé certaines années de montrer les images des pictogrammes qui différencient hommes et femmes pour différencier les toilettes hommes, toilettes femmes. Et évidemment que la plupart du temps, ils sont suffisamment explicites. Et si vous êtes en Chine, dans un aéroport, que vous êtes français, que vous ne lisez pas le chinois, imaginez que hommes et femmes soient écrits en chinois sur les portes. Vous avez une chance sur deux de vous tromper. Hein. Donc l'intérêt du pictogramme, c'est qu'il est compris immédiatement. Donc c'est cela, ce premier type d'iconicité, qui est fondé sur une analogie binaire, puisqu'il y a une ressemblance, il y a des propriétés communes entre le signifiant et l'objet désigné. Par exemple, dans le cas du pictogramme qui va désigner les toilettes hommes, il va y avoir, dans le pictogramme homme, des traits symboliques suffisamment explicites pour que je reconnaisse qu'il s'agit que le signifiant est une image d'un homme, et donc je comprends qu'il s'agit dans le contexte des toilettes pour les hommes. Bon. Alors, dans les travaux de Peirce, ce premier type d'image est nommé ce premier type d'iconicité, est nommé iconicité d'image, hein, précisément. Iconicité d'image. Et le modèle de l'iconicité d'image pour Peirce, c'est le portrait. Hein, le portrait. Un portrait, évidemment, si vous avez un portrait de quelqu'un que vous aimez chez vous, il est préférable que ce portrait ressemble à la personne. Parce que justement, en observant le portrait, il y aura une relation iconique qui va s'établir et toutes sortes de choses vont être activées dans votre mémoire et qui sont fondées sur le fait qu'il y a une ressemblance entre l'image et la personne qui est
qui a été photographiée ou peinte, etc. Ça, c'est un premier type d'iconicité, donc qui est fondé sur une similarité binaire. Deuxième type d'iconicité, qui n'est plus donc l'iconicité d'image, mais qui s'appelle l'iconicité diagrammatique, comme un diagramme, hein, iconicité diagrammatique. Les termes sont les mêmes en anglais. Hein. En anglais, on dit iconic image et iconic diagram. Donc, l'iconicité diagrammatique, c'est le principe de l'iconicité, mais fondé sur une analogie proportionnelle. Donc, je vous donne là aussi un extrait d'une citation d'Olga Fischer, que je traduis, et qui définit l'iconicité diagrammatique. Donc, l'iconicité diagrammatique est fondée, dit-elle, sur une relation entre des signes, donc une relation entre des signes qui reflète une relation similaire entre des objets ou des actions. Alors, l'exemple traditionnel qu'on donne pour illustrer l'iconicité diagrammatique, et cet exemple vient de Jacobson. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure d'ailleurs que Roman Jacobson est celui à qui on doit l'introduction de cet aspect de la pensée de Peirce en linguistique. Hein, il y a un article célèbre de Jacobson qui date des années 60, intitulé « À la recherche de l'essence du langage », dans lequel il utilise ces notions d'iconicité d'image, iconicité diagrammatique, et c'était, je crois, la date exacte, 64 ou 65, hein, dans la revue Diogène. Donc c'est très ancien, et c'est à partir de là que, 20 ans après, d'autres linguistes ont approfondi cette notion. Alors l'exemple que donnait déjà Jacobson et qui est repris dans toutes les encyclopédies de linguistique, etc., c'est l'exemple de la formule de César, Weni, Widi, Wiki. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Bon. Alors, c'est un exemple qui est tellement élémentaire que parfois on se dit, mais il n'y a rien à comprendre là-dedans. Mais quand même, si, il y a quelque chose à comprendre. Quand j'écris cette phrase, bien sûr, vous voyez des signes, mais imaginez que vous ne considérez que les signifiants. Que les signifiants. Donc là, vous avez un signifiant 1, on entend Weni, où on voit les lettres Weni, donc je l'appelle SA1, un signifiant 2, Widi, et un signifiant 3. Encore une fois, ce sont les mots considérés, disons, uniquement comme des signifiants. Qu'est-ce que cette phrase dit ? Quelle réalité décrit-elle ? Alors, quand je suis au niveau des réalités, si vous voulez, ou du monde des choses, là je suis au niveau du signifiant, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, César est arrivé, hein, il est venu. Ensuite, il a vu un certain nombre de choses, et puis ensuite, il a vaincu. D'accord ? Dans la réalité désignée par ces signifiants, il s'est passé cela. Eh bien, si vous avez bien en tête ces deux niveaux, vous pouvez comprendre très facilement ce qu'est l'iconicité diagrammatique.
l'iconicité diagrammatique, elle part de l'idée que l'ordre, ici, des signifiants, Weni est placé avant Widi, comme l'arrivée a précédé le fait de voir. Donc on a bien une relation entre deux signifiants qui reflète une relation entre deux signifiés, ou entre deux réalités, deux choses du monde extralinguistique. Et même chose ici. D'accord ? Alors là, c'est un exemple tellement élémentaire auquel on ne pense pas forcément, qui est fondé simplement sur l'idée que l'ordre des mots, enfin là en l'occurrence c'est presque comme un ordre de proposition, reflète l'ordre des réalités. Là où l'idée n'est pas complètement triviale, c'est que, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de respecter cet ordre. Il y a beaucoup de langues dans lesquelles vous pouvez modifier, c'est-à-dire dire d'abord ce qui s'est passé après, etc. etc. Hein, vous n'êtes pas obligé, dans une langue, enfin dans la plupart des langues, vous avez le choix de présenter l'ordre des événements dans un ordre, enfin comment dire, vous avez le droit de présenter les choses de telle façon que l'ordre des signifiants ne corresponde pas à l'ordre des événements. L'ordre temporel, je veux dire. Mais il n'y a pas de langue où il n'y a pas cette possibilité de le faire. C'est-à-dire, c'est le principe de base, c'est un principe cognitif de base, si vous voulez, que on dit les choses dans l'ordre où elles se sont passées. Ce n'est pas une obligation, mais disons c'est un principe élémentaire de base. Alors, il y a d'autres exemples donnés par Jacobson du type lorsque dans les protocoles, enfin disons dans le discours un peu protocolaire, on ne va jamais dire le ministre et le président sont arrivés. On va toujours dire le président et le ministre. Ben, pourquoi ? Tout simplement parce que l'ordre des mots respecte une hiérarchie. Et ça, c'est de l'iconicité diagrammatique aussi. C'est-à-dire la relation avant-après dans la linéarité du discours reflète la relation hiérarchique où le président est au-dessus du ministre. Alors, tous ces travaux sur l'iconicité linguistique semblent s'opposer à un principe bien connu de la linguistique générale, qui est le principe de l'arbitraire du signe. Alors quand on donne l'exemple des onomatopées, c'est tout à fait visible, et d'ailleurs, pour ceux qui ont lu en partie au moins le cours de linguistique générale, vous savez que Saussure envisage cette question. Il dit oui, le signe est arbitraire, mais il y a les onomatopées qui sont une exception, mais c'est tout à fait marginal, etc. Alors, un tout petit mot rapide sur cette question, mais c'est une question assez complexe finalement à explorer, mais je voudrais tout de suite éviter un malentendu. Il n'y a pas d'incompatibilité entre le principe saussurien de l'arbitraire du signe et la problématique de l'iconicité. Pourquoi ? Parce que il y a chez Saussure deux dimensions à prendre en considération. Il y a la dimension du système du système de la langue en tant que système de valeur, c'est-à-dire à quoi renvoie ce qu'on appelle la théorie de la valeur chez Saussure. Hein. Vous savez, l'idée que les entités linguistiques sont purement différentielles, etc. etc. Bon, normalement, vous devez connaître ça. Ça, évidemment, l'idée que les entités linguistiques sont purement différentielles entraîne
un certain concept d'arbitraire du signe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une obligation. Enfin, il y a une sorte de souplesse, de non-adhérence du signifiant au signifié qui est fondée par ce principe, disons, du caractère différentiel du signe. Mais il y a une autre dimension du système chez Saussure, qui est le système en tant que caractère systématique de la langue. Et ce caractère systématique de la langue, il est thématisé, tout au moins dans le cours de linguistique générale, sous le nom du principe de motivation relative, ou d'arbitraire relatif. Motivation relative ou arbitraire relatif. Qui renvoie, grosso modo, à la notion d'iconicité diagrammatique. Bon, donc, n'ayez pas cette idée que lorsqu'on travaille sur l'iconicité, on est anti-saussurien. Là, c'est vraiment un malentendu complet. Il y a, je veux dire, le principe de l'arbitraire se situe sur un plan qui, au fond, n'est pas du tout le plan de la description des idiomes, des langues elles-mêmes. C'est sur un plan de linguistique générale, si vous voulez, qui n'a rien à voir avec la description, au fond, qui n'a pas de relation directe avec des contraintes sur la façon de décrire les signes. Bien, mais c'est un point que je ne peux pas développer, mais je veux simplement le dire parce que je sais bien que, et en plus, si vous voulez, dans beaucoup de travaux, même de grande valeur sur l'iconicité, des auteurs pourtant renommés, disent Saussure avait tort, le signe est iconique, il n'est pas arbitraire, etc. Et c'est un malentendu complet. Bon, on a eu l'année dernière au séminaire Anne-Gaëlle Toutain qui est venue exposer cela, mais finalement je me suis rendu compte, j'avais l'impression que vous étiez nombreux à être déjà au séminaire l'année dernière, mais vous êtes très peu nombreux à avoir déjà participé au séminaire l'année dernière. Qui est-ce qui était là l'année dernière? Oui, vous êtes tellement peu nombreux que il n'y a personne. Très bien. Ok, donc au total, donc si vous voulez, vous verrez, ça je peux le dessiner au tableau. On arrive à un schéma général qui décrit le champ de la problématique de l'analogie et qui se présente de la façon suivante. Donc vous avez l'analogie avec, d'une part, les processus relevant de la théorie du structure mapping, structure mapping theory de Gentner. Vous avez aussi tous les problèmes de catégorisation. Qui donc relèvent de la question de l'analogie. Et vous avez tout ce qui relève de l'iconicité, avec une distinction entre l'iconicité diagrammatique, pardon, j'écris mal, mais là, je peux dire iconicité diagrammatique et l'iconicité d'image. Alors, le point de départ donc était bien de reconnaître une dimension cognitive à l'analogie via donc cette théorie du mapping structurel, disons. Les travaux notamment de Hofstetter et aussi d'Emmanuel Sander, qui est un Français qui était professeur à Paris 8 jusqu'à peu et qui maintenant est à Genève, et qui est l'auteur d'un livre que je vous ai indiqué, je crois, dans le PowerPoint, un livre intitulé qui est apparu en 2013 chez Odile Jacob et qui est intitulé « L'analogie cœur de la pensée ».
Ils l'ont fait tous les deux, Hofstetter et Sander. Et il y a une version, ils ont rédigé tous les deux le livre, puisque Hofstetter est américain, Sander est français. Ils ont écrit en parallèle le livre en français et en anglais. C'est assez marrant comme expérience. Et donc le livre a paru en français et en anglais à peu près, avec un petit décalage. Mais bon. La question de reconnaître l'iconicité diagrammatique comme relevant de phénomènes analogiques avait été bien vue dans les années je crois, 2000, ou un peu avant. Attendez, j'ai un petit doute là. Oui, c'est ça, en 2005. En 2005, un linguiste suédois très intéressant, Esa Itkonen, a publié un livre intitulé Analogy as Structure and Process. L'analogie comme structure et comme processus, en 2005. Et dans ce livre, il développait principalement la notion, le versant iconicité diagrammatique de l'analogie. Pas tellement la catégorisation, mais en tout cas pas du tout l'iconicité d'image. Donc il restait, et c'est ce que nous faisons maintenant dans un certain nombre de travaux récents, à intégrer la question de l'iconicité d'image à la problématique de l'analogie. Donc, avec ce petit schéma, vous avez déjà un premier aperçu des différents champs de l'analogie. Alors, je vais préciser un petit peu le détail du processus analogique lui-même, mais je voudrais aussi, avant de faire cela, vous donner quand même un aperçu de ce que je développerai après, qui sont les fonctions de l'analogie. À partir de l'idée, c'est un peu le sens de la réponse que je vous ai faite tout à l'heure lorsque vous aviez posé la question sur la catégorisation. À partir de cette définition générale de l'analogie, donc le petit schéma que j'ai fait tout à l'heure montrait le lien entre l'analogie et des domaines de l'analyse en psychologie cognitive ou en linguistique qui étaient traités séparément et qu'on peut regrouper, c'est ça que j'appelle l'unification théorique, qu'on peut regrouper sous un chapeau commun. Mais ça, c'est juste la description, si vous voulez, du champ de la recherche, du champ académique. Maintenant, si on essaie de repartir dans l'autre sens et de dire, bon, d'accord, l'être humain possède une sorte de capacité très grande à effectuer des analogies, donc à effectuer des processus d'identification à partir de similarités. Une petite parenthèse, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous ai précisé que l'être humain était un peu spécial par rapport aux autres espèces animales en cette matière. Mais il est aussi spécial par rapport aux capacités des machines. C'est-à-dire que pour réussir à faire en sorte que les machines soient sensibles à la similarité, c'est-à-dire à ce qui est à peu près pareil mais pas tout à fait et à s'adapter, ça a pris beaucoup de temps. Ça commence à progresser un peu, mais ce n'est pas du tout naturel chez une machine. Je veux dire, pour un ordinateur. Les ordinateurs sont très puissants, ils peuvent calculer beaucoup plus vite que nous, mais ils sont beaucoup plus malhabiles que nous, êtres humains, pour réagir à des choses qui se ressemblent. D'accord ? Donc, si vous voulez, c'est une sorte de verrou technologique, le jour où on saura traiter vraiment la similarité d'une manière informatique, mais je pense qu'il faudra d'autres composants, enfin bref, on aura fait des progrès gigantesques. Bon, alors donc, à partir du moment où on prend l'analogie comme processus cognitif de départ, quels sont, parmi les domaines qui intéressent le linguiste, là j'oublie la psychologie cognitive et je me reconcentre sur les questions linguistiques, quelles sont les différentes fonctions de l'analogie, les différentes fonctions linguistiques de l'analogie. Alors, la première, je ne vais pas insister,
c'est la catégorisation. Alors, ce qu'on verra plus tard, c'est que la catégorisation, c'est pas seulement la catégorisation qu'on effectue via ce qu'on appelle la dénomination, c'est-à-dire lorsque j'utilise un mot et que j'utilise ce mot pour placer quelque chose dans une catégorie, comme par exemple un enfant vous demande qu'est-ce que c'est que cela, et vous lui dites ça c'est un tire-bouchon. Bon, bah, vous utilisez un mot qu'il va pouvoir utiliser comme catégorie, et d'ailleurs vous voyez très bien que par exemple pour des enfants, la frontière entre les catégories livre, journal, cahier, c'est parfois un peu flou. Hein. Et ça se fait petit à petit, les bords des catégories. Bien. Mais le concept de catégorisation, il vaut pour tous les niveaux, c'est-à-dire même pour le signifiant. Les sons que nous entendons, notre cerveau les traite comme des catégories. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous n'avez pas l'habitude d'entendre une langue, par exemple, typiquement des Français qui apprennent le chinois. Je prends volontairement cet exemple parce qu'il y a une grande différence entre les langues. Nous n'entendons même pas les différences entre les tons, nous ne les entendons pas. Notre système de catégories est trop imprécis. Nous sommes comme un enfant qui ne fait pas la différence entre un cahier et un journal, ou entre un livre et une revue, ou je ne sais quoi. Bon. Donc la catégorisation, elle joue à tous les niveaux de l'analyse, c'est-à-dire depuis le mot jusqu'au signifiant, les phrases, les textes. Hein. Il y a toute une partie des études littéraires qui relèvent de la catégorisation textuelle. C'est-à-dire savoir ce que c'est qu'un genre, une école littéraire, un style, etc. Ce sont des problèmes de catégorisation. Mais bien sûr, tout cela, nos collègues littéraires le font, mais sans en être conscients, mais ils travaillent sans le savoir sur des problèmes de catégorisation. La deuxième fonction que nous avons vue, c'est la fonction iconique. Donc, la fonction iconique, elle vise à faire en sorte qu'il y ait une sorte de ressemblance entre les formes et les contenus dans la production langagière. Donc, on l'a vu, ça peut être binaire ou proportionnel, mais il y a une relation entre forme et contenu. Pourquoi il y a cette fonction ? Bon, pourquoi il y a la fonction de catégorisation ? Ça, je pense qu'il n'y a pas la peine que j'y insiste. Comment serait notre monde si nous n'avions pas la possibilité de catégoriser ? Imaginez. Deux grains de sable seraient deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. S'il n'y a pas de catégorie, chaque objet est une singularité incomparable. Donc le monde est complètement désorganisé. C'est évident que l'utilité humaine de la catégorisation, vous ne pouvez pas penser sans catégoriser. Bref, donc l'intérêt de la notion de catégorisation est évident. L'intérêt de la fonction iconique, il est différent, il est plus explicable d'un point de vue fonctionnel. On montre assez facilement, je ne vais pas le développer là pour l'instant, mais que, en fait, un signe est d'autant plus facile à mémoriser et à utiliser que le signifiant ressemble beaucoup au signifié. Si vous avez cette ressemblance forme-contenu, votre signe est d'une utilisation plus facile. Et d'ailleurs, les travaux récents sur le développement du langage chez l'enfant montrent que les enfants, disons que dans les langues où il existe des idéophones ou des relations iconiques fortes, eh bien, elles sont très utilisées par les enfants. Voilà. Et les choses changent un peu par la suite, mais la dimension iconique des phénomènes linguistiques est un facteur de facilitation des apprentissages et de facilitation de la communication en général. Plus c'est iconique, plus c'est facile à comprendre et à mémoriser.
Une troisième fonction, très importante, c'est la fonction régularisatrice. Alors, je n'en ai pas parlé encore de celle-ci, mais elle est liée à la motivation relative saussurienne. Et cette fonction régularisatrice, c'est une fonction qui vise à rendre le système linguistique le plus systématique possible, le plus organisé possible, le plus rigoureux. Alors, cette fonction régularisatrice, vous l'apercevez chez des enfants qui vont produire des formes comme il a prendu la clé. Pourquoi les enfants français disent tous ça, pratiquement tous? Parce que prendre, ressemble à vendre, vendre, vendu, prendre, prendu. Un autre exemple typique, très très courant, c'est des enfants qui, jusqu'à l'âge de 5 ans à peu près, disent « ils sont-étaient partis » au lieu de « ils étaient partis ». Parce que on fabrique l'imparfait en ajoutant « et » à la fin, ils chantent, ils chantaient, ils sont, ils sont-étaient. Bon. Et ça, vous voyez, c'est le produit, il ne réfléchit pas, c'est son système cognitif qui l'amène à produire ça. Donc, la fonction régularisatrice de l'analogie, elle consiste elle est une sorte d'analyseur des systèmes de signes que vous avez mémorisés et qui va projeter sur les nouvelles formes les régularités que vous avez déjà en mémoire. Alors, il y a une quatrième fonction qui est la fonction figurative de l'analogie. Alors ça, c'est encore un autre sujet. La fonction figurative de l'analogie, elle renvoie, pour l'illustrer simplement, prenons le cas de la métaphore. La semaine dernière, j'étais absent précisément parce que je faisais à Grenade un exposé sur la fonction figurative de l'analogie. Conférence sur la fonction figurative de l'analogie. C'est quoi? C'est l'idée, c'est le lien qui existe entre le concept d'analogie et le concept d'image. Il y a une certaine fonction, un certain usage de l'analogie qui produit un effet d'image. Il n'est pas nécessaire d'être linguiste pour percevoir que, entre dire nous avons cessé toute relation et nous avons coupé les ponts, dans nous avons coupé les ponts, n'importe quel locuteur du français vous dira qu'il sent que c'est une expression imagée, qu'il y a une façon imagée de parler. Nous avons coupé les ponts. Et le fait qu'il existe une sorte d'effet d'image pour certaines expressions, notamment les métaphores, pas toutes, mais la plupart des métaphores, eh bien, on peut le considérer comme une des fonctions de l'analogie. Parce qu'il y a, si vous voulez, dans la notion même d'image, une sorte d'idée de ressemblance, ou plus exactement de semblance, qui renvoie donc à cette idée de figuration. Donc, ça c'est une quatrième fonction de l'analogie. Une cinquième fonction de l'analogie, c'est une fonction que j'appellerais paraphrastique. Là, si vous voulez, c'est l'idée qu'il va y avoir des systèmes d'équivalence entre des phrases, des textes, etc. Et un cas particulier qui est le plus intéressant de la fonction paraphrastique, c'est le cas de la traduction. Alors là aussi, c'est tout un sujet en soi. Mais, et ça je crois que je l'ai déjà un petit peu expliqué il y a 15 jours, une traduction, c'est un analogue. Bien traduire un texte, c'est trouver un bon analogue du texte source. Il est très très
évident, à mon avis, que la possibilité de la traduction et l'exercice de la traduction, la pratique de la traduction, repose sur des pratiques analogiques. Mais voyez c'est une fonction différente. Et puis la sixième et dernière fonction, c'est la fonction discursive. La fonction discursive de l'analogie, qui correspond, si vous voulez, tout bêtement à ce qu'on appelle l'argument par analogie, hein, ou l'argumentation par analogie. Alors, je reviens à l'exemple que j'ai déjà donné 2 fois. Si je suis un défenseur de la cause animale, je vais argumenter en disant que les abattoirs sont comme des camps d'extermination des Juifs, et je vais, en faisant cette analogie entre les abattoirs et l'Holocauste, j'argumente pour toucher mon auditoire et les convaincre que ce qui se produit dans les abattoirs est un crime. Et donc il faut se mobiliser pour faire cesser ces pratiques, etc. D'accord ? L'argument par analogie peut être utilisé dans le champ politique, mais également dans le champ du discours pédagogique ou didactique. Lorsque vous expliquez ce que sont les fanons d'une baleine, hein, vous allez expliquer que c'est comme une épuisette. Vous allez faire une analogie avec une épuisette. La baleine, elle retient les choses. Bon, ce sont des choses très naturelles. Le discours de vulgarisation aussi utilise, en principe d'une manière habile et utile, toutes sortes d'analogies. Donc, dans tous ces cas, on a une fonction argumentative, soit simplement le but étant de convaincre, de persuader, ou d'expliquer, d'exposer, etc. Hein, donc c'est encore une autre fonction de l'analogie, c'est trouver un analogue pour que le discours soit plus efficace. Hein. Vous voyez, donc on touche, alors il y en a peut-être d'autres, hein, moi, jusqu'à présent dans mes travaux, j'ai identifié ces 6 fonctions qui me paraissent quand même suffisamment différentes. Certains cas se recoupent un tout petit peu, mais très peu. Peut-être on pourrait en trouver d'autres. Hein. Mais déjà, vous voyez que ça couvre un champ de phénomènes linguistiques gigantesques. Il y a des questions de problèmes de phonétique, de morphologie, de syntaxe, etc. Cette question de l'analogie, quand on la suit dans tous ces retranchements, elle touche un très très vaste champ de l'analyse linguistique. Alors, je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui, pour la partie cours, et nous allons consacrer maintenant le temps qui reste de la séance à faire un point sur les travaux personnels et sur ce que j'attends de vous pour dans 15 jours.